On va commencer par une série de réflexions. Chacun de mes collègues aura 20 minutes sur la guerre et la vie quotidienne. Et on va commencer à tout seigneur, tout honneur, puisque au fond c'est à la fois lui qui a, avec Hélène Staes et la Fondation de la Résistance, c'est lui qui a organisé cette journée. On va commencer par un exposé de Simon Quatros, qui est ici chez lui, qui est chez lui assez partout d'ailleurs, et qui va nous parler de l'évacuation et de l'exode des enfants du 16e arrondissement de Paris. À vous le soin. Merci, monsieur l'inspecteur général. Alors, en effet, comme l'indique le programme, on va entrer dans cette journée après cette introduction de l'inspection générale, par l'étude de l'évacuation et de l'exode des enfants du 16e arrondissement de Paris. Cet arrondissement n'a pas été choisi, évidemment, au hasard. C'est l'arrondissement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, l'occupation, comme vous savez, la déportation, le génocide des Juifs et des Tziganes à l'est de l'Europe sont fermement ancrés dans les mémoires à la fois nationales et parisiennes de la Seconde Guerre mondiale. Mais la période antérieure, appelée couramment la drôle de guerre, cette période qui va de septembre 1939 à mai 1940, est souvent omise, effacée. Finalement, elle n'a que peu marqué les mémoires, sans doute en raison du choc traumatique que constitue la période 40-45 qui lui fait suite. Pourtant, comme Fabrice Grenard l'a rappelé récemment dans un livre portant sur cette drôle de guerre, la guerre commence bien en septembre 1939 pour les Français, pour la société française, et on va le voir en particulier pour des milliers d'enfants français. Le cas des enfants parisiens, et plus spécifiquement ici des enfants du 16e arrondissement, permet d'illustrer ce fait indéniable. Étudier la guerre à travers la situation des enfants permet de mettre en évidence déjà un fait simple, mais pas évident pour des enfants, et je pense notamment aux enfants des classes élémentaires. La guerre n'est pas que l'affaire des soldats, c'est l'affaire de la société tout entière. Par ailleurs, cela permet évidemment de conduire les élèves à s'intéresser à l'histoire nationale et locale de Paris à partir d'un objet dont la familiarité est pour eux évidente. Craignant les bombardements des principales villes du territoire métropolitain, le gouvernement français avait prévu bien avant la guerre l'évacuation des individus jugés peu capables en fait de gagner les abris en cas de bombardement. Trois catégories de personnes: les personnes âgées, les femmes enceintes et surtout les enfants. Et des lois et décrets sont votés bien avant 1939, faisant obligation aux municipalités, aux autorités administratives, d'évacuer les enfants de 0 à 14 ans des principales agglomérations menacées, Paris en premier lieu, mais également Lyon. On peut penser à des petites agglomérations industrielles comme Elbeuf, par exemple, dans la vallée de la Seine. Et ces dispositions sont mises en œuvre en septembre 1939. Un grand nombre d'enfants, la majorité, il faut bien distinguer deux cas, la majorité des enfants est évacuée par les soins des parents, tout simplement. Alors il y a plusieurs cas, les ménages aisés, déjà qui ont une résidence secondaire à la campagne, sur le littoral, peuvent tout simplement évacuer femmes et enfants vers cette résidence secondaire. On a le cas aussi très nombreux, beaucoup plus nombreux dans la France de l'époque qu'aujourd'hui, de ces familles urbaines mais qui ont des attaches rurales. Cousinage, oncles et tantes, grands-parents, et là aussi les enfants sont évacués par les soins de leurs parents vers des foyers de la famille élargie. Seuls en fait les plus modestes de ces enfants sont évacués par les soins de l'administration sous la responsabilité de leurs instituteurs et de leurs institutrices. C'est l'histoire de ces enfants, donc du 16e arrondissement, que je souhaite ici raconter et narrer en prenant appui sur 4 documents issus des archives départementales de l'Eure, puisque le département de l'Eure est le département désigné pour l'accueil des enfants évacués du 16e arrondissement. Alors je précise que ces documents sont présentés ici en intégralité, ils ne seront peut-être pas tout à fait lisibles sur le diaporama, mais comme nous vous l'expliquerons un peu plus tard, tous ces documents seront mis en ligne ultérieurement dans les semaines à venir et vous y aurez librement accès. Vous pourrez en faire un usage pédagogique, ce qui impliquera peut-être, notamment je pense encore une fois aux classes de l'école élémentaire, de les réduire quelque peu. Alors, rapidement, cette étude de cas et ces documents peuvent être utilisés, à mon avis, dans les classes du cycle 2 et du cycle 3. Je pense au CE2, on peut très bien envisager
pour suivre le programme, étudier l'évolution des sociétés à différentes périodes de l'histoire. On peut envisager une séquence sur être un enfant parisien à différentes époques, qui aurait du sens et dans lequel cette étude interviendrait. Surtout, on peut envisager en cycle 3, à mon avis, de faire entrer les élèves dans une séquence sur la Seconde Guerre mondiale par l'étude de l'évacuation et de l'exode d'enfants parisiens, ce qui permet à la fois chronologiquement de commencer en septembre 39 et non pas comme on le fait trop souvent par l'occupation directement, et ce qui permet aussi évidemment d'attirer l'attention des élèves sur cette catégorie particulière de la population. Alors, tout d'abord, premier temps, l'évacuation des enfants du 16e arrondissement, l'évacuation au sens du transfert. On s'appuiera ici sur un document qui est un article paru dans la Dépêche Normande, un journal hebdomadaire local, édition du 1er septembre 1939. L'article relate l'arrivée des premiers convois d'enfants parisiens dans l'Eure, donc ce département qui est, vous le voyez, à immédiate proximité en fait de la région parisienne. Alors, le trajet est effectué en train depuis Paris vers Évreux, préfecture de l'Eure, sous la responsabilité, encore une fois, des instituteurs et des institutrices de ces enfants. Puis, ces enfants sont dispersés par petits groupes, essentiellement par train également, via les dessertes locales, secondaires, dans des centres d'hébergement de différentes localités du département de l'Eure, après une collation prise en gare d'Évreux. Alors, il faut noter quand même que l'accueil est plutôt chaleureux dans le cas de l'Eure. L'article relate notamment lors de l'arrivée des premiers convois de réfugiés la présence du préfet sur les quais de la gare, du maire d'Évreux, de plusieurs membres de la municipalité, de nombreux notables, de représentants des communautés religieuses ou d'associations caritatives. Bref, on a tout de même l'impression que ces enfants sont, disons, parfaitement accueillis. Les dernières lignes de l'article montrent cependant et ont une tonalité déjà un petit peu plus sombre, puisqu'ils montrent bien à quel point la société et les familles sont mises à l'épreuve par la guerre. L'article rappelle en effet que, dans de nombreux cas, le papa de ces enfants est mobilisé, a quitté le foyer familial pour le front, et c'est un premier élément de cette dislocation de nombreux foyers. Les enfants, par ailleurs, comme le rappelle cet article, sont envoyés en général en province, pour les enfants des grandes villes et notamment de Paris, parfois à la périphérie de l'agglomération pour les petites agglomérations industrielles. Et en fait, dans beaucoup de foyers, seule la mère de famille demeure au foyer, généralement pour les classes modestes, la mère de famille étant, dans ces cas-là, contrainte d'exercer une activité rémunérée pour subvenir à ses besoins. C'est moins le cas pour les catégories aisées. Un deuxième document permet de saisir la situation et de dresser un espèce de portrait collectif de ces enfants qui sont accueillis dans l'Eure entre septembre 1939 et mai 1940. Alors il s'agit d'une liste d'enfants établie au début du mois de mai 1940 par le centre d'hébergement de Breteuil-sur-Iton, qui est un des nombreux centres d'hébergement dans l'Eure. Cette liste, elle est intéressante parce que par rapport à toutes celles que j'ai pu consulter, elle comporte des précisions très intéressantes, telles que l'identification des fratries, l'identification aussi, la description de la profession et de l'adresse des parents. Et donc, par extension, cette liste permet un portrait collectif de ces enfants du 16e arrondissement évacués. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on consulte ce document ? Déjà, on constate que ces enfants appartiennent à des familles de situation sociale et familiale précaire dès avant la guerre. Et ça renforce cette hypothèse que ces enfants évacués sont avant tout des enfants, disons, défavorisés par rapport à leurs semblables. Souvent, un des parents est décédé, le père ou la mère. On a plusieurs cas de parents sans profession, voire pour certains internés psychiatriques. On a quelques cas, enfin, assez nombreux par rapport à la norme de l'époque, de parents séparés. Enfin, les professions exercées qui sont mentionnées sont très généralement et presque en totalité manuelles et peu qualifiées, et renvoient donc à des niveaux de rémunération très modestes. On a des serveurs de restaurants, par exemple, on a des ouvriers, on a des déménageurs. La guerre fragilise particulièrement ces familles modestes. On le voit aussi avec ce document. J'ai mentionné la mobilisation de nombreux pères de famille et de la majorité d'entre eux en fait. Mais il faut penser également à la séparation des fratries et que l'on peut voir ici avec ce document. Ce document indique en effet le nombre total d'enfants dans chaque fratrie et le nombre de membres de chaque fratrie présents au centre. Et ce dont on se rend compte en lisant ce document, c'est que beaucoup de fratries de 4 ou 5 enfants ne comptent que 2 ou 3 membres, par exemple, de la fratrie au centre, les enfants étant donc séparés non seulement de leurs parents, mais aussi, dans bien des cas, de leurs frères et sœurs, pour plusieurs raisons,
erreur d'aiguillage administrative, le cas aussi des enfants de plus de 14 ans qui ne sont pas évacués. Bref, tout ça entraîne une véritable dislocation des cellules familiales. À noter enfin, pour conclure sur ce premier temps, des enfants d'autres arrondissements, le 13e arrondissement, le 18e et surtout le 20e arrondissement, ont été évacués dans l'Eure, passé les premières semaines de septembre 1939. Et deuxième élément, certains enfants ont regagné Paris à partir de la fin septembre 1939, à partir du moment où il apparaissait évident que le bombardement de Paris n'entrait pas dans la stratégie, en tout cas immédiate, de la Wehrmacht allemande. Deuxième point, l'accueil des enfants évacués et leurs conditions de vie. Je me base ici sur 3 courts articles parus dans la Dépêche de Louviers en 1939. Alors là aussi, presse locale, vous me direz, on dit souvent qu'il faut diversifier les sources. Je respecterai ce principe dans un deuxième temps. Alors la ville de Louviers, c'est une des principales villes, une des principales agglomérations de l'Eure. C'est la ville de Pierre Mendès France, pour information. Et elle accueille un des centres d'hébergement des enfants évacués du 16e arrondissement. Alors, en septembre, je vous rappelle que la rentrée scolaire à l'époque est traditionnellement placée au 1er octobre. Donc en septembre, ces enfants sont hébergés dans l'internat, en fait dans les internats de la ville de Louviers, avant d'être ensuite transférés dans un hôtel désaffecté, rééquipé, réaménagé pour l'occasion. Ailleurs dans l'Eure, ce sont des colonies de vacances, par exemple, comme à Breteuil-sur-Iton, qui sont transformées en centres d'hébergement pour enfants parisiens. Au fur et à mesure qu'on avance dans la drôle de guerre, d'autres situations émergent, par exemple des communautés de religieuses qui accueillent des jeunes filles parisiennes, des châtelains également qui prêtent tout ou partie de leur demeure pour accueillir des enfants. Alors il faut noter que le grand avantage, et on va le voir, c'est pas le cas partout en France, le grand avantage de ces structures, c'est qu'elles permettent l'accueil de collectifs et notamment de groupes d'enfants. Les colonies scolaires, par exemple, sont parfaitement adaptées pour cela. Les articles de la Dépêche de Louviers mentionnent la mobilisation de la société locale autour de l'accueil de ces enfants. C'est aussi un point qui est intéressant. On observe par exemple la forte mobilisation de la municipalité qui, à plusieurs reprises, stimule la générosité de ses administrés. On observe également que la municipalité pourvoit à l'équipement de ce centre d'hébergement, de cet hôtel désaffecté, notamment en literie. On voit également le rôle des associations locales. La Croix-Rouge à Louviers organise et finance un Noël des enfants évacués, à côté du Noël des différentes associations, par exemple religieuses, de la ville de Louviers. Enfin, de nombreux habitants, et c'est un cas qui est assez répandu dans l'Eure, de nombreux habitants procurent des denrées alimentaires ou des équipements pour le centre d'hébergement. Donc on voit bien que cette question de l'évacuation des enfants, c'est en cela que c'est étonnant qu'elle n'ait pas laissé une trace plus vive peut-être dans la mémoire collective, c'est qu'elle ne concerne pas que ces enfants, leurs enseignants et l'administration, elle concerne véritablement tous les niveaux de la société. Globalement, l'accueil des enfants du 16e arrondissement dans les centres d'hébergement de l'Eure se passe bien, à de rares exceptions évidemment, mais attention, ce n'est pas le cas partout en France. Souvent, non pas par manque de bonne volonté, mais parce que certains départements d'accueil sont débordés par le nombre d'enfants qui leur est assigné. En effet, comme on peut le voir sur cette carte, par exemple, la Sarthe, que vous avez ici, doit accueillir les enfants de 3 arrondissements parisiens, et non pas d'un seul comme l'Eure, et pas des moins peuplés, le 17e et le 19e notamment, mais également de 6 communes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Petite Couronne, ce qui est à l'époque le département de la Seine. En conséquence, l'accueil des enfants, de nombreux enfants dans la Sarthe est déplorable. Certains enfants sont parfois logés dans des porcheries, dans des écuries ou dans des granges, sans lit, ni paillasse, ni drap, et les conditions sanitaires sont parfois, pas dans tous les cas, mais désastreuses. On peut penser à l'accueil de ces enfants dans de petites communes rurales de quelques centaines d'habitants, dépourvues d'équipements collectifs et notamment de sanitaires. Je vous laisse imaginer l'arrivée de 200 enfants dans ce genre de commune, la situation qui peut en résulter. Donc voilà, la situation de l'Eure est intéressante, les enfants du 16e arrondissement dans l'Eure est intéressante, mais elle ne revêt pas évidemment un caractère paradigmatique. D'autres cas existent. En bibliographie, je mettrai l'article de Laura Lee-Downs qui traite justement du cas de la Sarthe. Enfin, dernier point, dernier temps, l'exode des enfants sur les routes. En effet, à partir du déclenchement du deuxième temps de l'offensive allemande, donc à partir du 5 juin et du percement de la Somme ici le 7 juin, on le voit, la guerre qui jusque-là se cantonnait sur le territoire métropolitain français au département du Nord et du Pas-de-Calais essentiellement, se rapproche puis submerge l'Eure. Ce qui implique évidemment pour les responsables de ces centres d'hébergement de prendre des mesures d'évacuation. Alors, on peut
avoir un aperçu, on a très peu de documents évidemment sur cet exode des centres d'hébergement, tout simplement parce que la précipitation fait que on ne prend pas toutes les mesures administratives nécessaires, mais on a quand même une lettre extrêmement intéressante qui date du 23 juillet 1940. Pour donner une idée du marasme dans lequel est plongée la France à ce moment-là, on est 4 semaines après la fin des combats. 4 semaines après la fin des combats, l'auteur de cette lettre, qui est le secrétaire du responsable de l'inspecteur primaire, donc IEN pour l'époque, parisien détaché dans l'Eure pour superviser l'accueil des enfants, eh bien ce secrétaire est toujours à Guéret dans la Creuse et son inspecteur primaire est à Thouars dans les Deux-Sèvres. On est 4 semaines après la fin des combats. Et il décrit l'exode en fait des différents groupes d'enfants qui étaient accueillis dans l'Eure. Et on a donc cette description, départ progressif à partir du 8 juin, et en fait du 8 au 11 juin, et on voit là que les responsables des centres d'hébergement ont anticipé par rapport à l'exode de la population locale de quelques jours. Surtout, la lettre donne à voir l'extrême dispersion des groupes d'enfants que vous voyez ici. Chaque couleur correspond à un groupe d'enfants accueillis dans l'Eure, dans toute la France. On a des enfants qui se retrouvent dans le centre de la France, par exemple Lyon ou la Creuse. On a également des enfants qui se retrouvent ici dans le centre-ouest, la Loire-Inférieure, Loire-Atlantique aujourd'hui, le Maine-et-Loire. Et puis on a des enfants aussi qui se replient à Paris, tout simplement pour regagner le foyer familial. Il faut relever enfin la diversité des modes de déplacement et des moyens de transport utilisés. Premièrement, quelques déplacements à pied. Des enfants du centre de Louviers, dont je vous ai parlé, se rendent à Claville, petite commune à proximité d'Évreux, à pied. C'est un trajet de 25 à 30 km à pied. On a également quelques déplacements par voie ferrée qui sont, je dirais sans doute, parmi les plus confortables des déplacements. Et surtout, ces déplacements sont faits en camion civil réquisitionné ou en camion militaire. Là aussi, je vous laisse imaginer les conditions de confort, d'inconfort plutôt, pour ces enfants qui parcourent des centaines de kilomètres dans de telles conditions. En guise de conclusion, quelques prolongements et perspectives sur les enfants et la Grande Guerre. Nous avons ici présenté une étude qui permet de traiter du cas des enfants vus par les adultes et vus par l'administration en fait. Je voudrais ici proposer 3 pistes, simplement pour faire étudier par vos élèves la guerre vue par les enfants. On peut partir de l'étude de dessins que vous avez ici, qui sont sur le site de Canopée, qui sont en fait des archives numérisées du Musée national de l'éducation de Rouen. Ces dessins ont été dessinés en octobre-novembre 1939, par les élèves du cours complémentaire de l'école de jeunes filles, 123 rue de Patay, Paris 13e. Et ces dessins racontent 2 choses. L'exode, d'une part, on le voit ici, avec parfois un petit commentaire en tête du dessin ou au dos. L'exode d'une part, et d'autre part, les difficultés alimentaires qui s'abattent sur les Parisiens, et dont Fabrice Grenard va nous parler dès l'automne 1939. Deuxième possibilité, on peut utiliser un documentaire en ligne, La guerre des enfants, mis en ligne là aussi par Canopée, et qui est monté à partir du témoignage de 9 témoins ayant vécu la guerre, enfants, dans des situations très diversifiées par ailleurs. Enfin, dernière chose, on ne saurait trop préconiser, notamment pour le CE2 et le CM2, l'utilisation du DVD Les Grandes Vacances. Film d'animation de 10 épisodes de 20 minutes, et qui renvoie exactement à la situation dont je vous ai parlé là, mais pour des enfants qui sont évacués par leurs parents. C'est le cas de 2 enfants parisiens placés chez leurs grands-parents en Normandie, à proximité de Dieppe, de 1939 à 1944. Et ces DVD, en fait, ces 10 épisodes racontent la guerre vue par des enfants et les différents aspects de la guerre vus par des enfants. Il me semble qu'il y a là un support pédagogique à utiliser conjointement avec des sources, évidemment, tout à fait pertinent pour des enfants de 8 à 11 ans. Je vous remercie de votre attention.